qui est intéressant parce qu'on peut faire la transition. Ouais, c'est à Évry. Il nous manque de raconter comment, de sortie de secours, tu passes à la radio ici. Parce qu'en fait, on commence à deviner comment tu deviens la Halle du Rock. Parce là, que je suis toujours directeur de la maison de quartier, mais j'avais commencé à me battre pour monter la banque de donneurs de Moelle-Osseuse. Donc ça, c'est dans le cadre de la banque de donneurs de Moelle-Osseuse. Attends, de animateur de maison de quartier, la radio. Je suis toujours animateur de maison de quartier là. Oui. Pendant ce truc-là. La radio, une première radio et la seconde. La seconde, c'est après. Oui, mais c'est avant la Halle du Rock, c'est avant 89, la seconde radio. La seconde radio, c'est après 89. Ah d'accord. Ouais, je sais. Comment entre sortie de secours, l'enchaînement au clocher et la Halle du Rock, tu continues 89, je me suis présenté contre le maire de ma ville qui ne voulait absolument pas développer la culture, qui lui politiquement avait réussi son coup avec moi. Bondouf. Mais qui voulait surtout pas qu'on aille plus loin. Il est à droite. Allez, il est bien à droite. Lui. Et tu t'es encarté quelque part? Non, je suis encarté nulle part. Moi. Si j'ai été encarté 6 mois au RPR, après je me suis cassé. Oui, on a un petit copain commun qui... J'ai été encarté 6 mois au PS, je me suis fait casser. Je suis pas, en fin de compte, je suis pas un homme de parti, je crois. Et en 77, Guyard arrive comme député. En 79, tu es à Bondoufle. Ouais, tu vas croiser des gens du PS qui viennent te draguer un peu. 79, j'ai bossé avec un type qui s'appelait Bernard Ponce. J'étais journaliste dans son journal Essonne Info, qui est un journal départemental. C'est là que tu croises François Joseph. Non, il travaille avec Ponce. C'est après François Joseph. C'est plutôt à la ville à ce moment-là. Ouais, c'est puisqu'il a travaillé avec Ponce. Et donc j'ai écrit dans ce journal Essonne Info alors que j'étais analphabète. Et là c'est le défi à chaque fois, le point commun. Toujours un défi. J'ai le premier article, je me suis enfermé 8 jours dans une tente dans je ne sais plus quel endroit pour écrire l'article. En achetant plein de journaux pour savoir comment on faisait. Et j'ai réussi à écrire ça. C'était sur Jean Becker qui était un sculpteur à Milly-la-Forêt, je me souviens. Et j'avais fait une page quand même sur le monsieur, c'est-à-dire 5 colonnes pleines, etc., etc. Et j'étais fou de rage parce que quand le journal est sorti, ils avaient mis sa mort avant sa naissance. Ah oui. Donc ils n'avaient pas pris les bons feuillets dans le bon. Donc j'avais passé 8 jours comme un fou pour pas grand-chose. Et là, Milly-la-Forêt, c'est ta mère, un contact avec un sculpteur? C'était que j'étais passé devant, que j'avais vu ce mec-là et j'avais été frappé à sa porte. Toujours le culot. Derrière, en lui faisant croire que j'étais un super journaliste. Et donc il m'a accordé une interview. En quoi consistait le journal de Ponce? Lui, c'était un journal, à mon avis, de propagande. Moi, je ne l'avais pas vu à l'époque. Qu'il fallait pas que je dise. Oui, c'est Moumoun. Et Zouzou. T'as vu, je travaille avant de venir. C'était le nom du ministre dont il fallait absolument pas dire. Tu veux dire, vu le surnom, il avait une vie qui n'était pas avouable. Ma question, c'est comment tu te politises ou comment tu rencontres la politique? Parce qu'à un moment donné... Il repère qu'à Bondoufle, tu fais quelque chose et le PS vient te chercher? Ah non, j'ai eu des longues discussions avec Jacques Guyard au démarrage. Mais comment tu le croises? Ah bah c'est lui qui vient me chercher. Voilà, il voit qu'il y a un truc à Bondoufle avec un mec qui se remue. Il comprend pas que je fasse des trucs humains avec un type qui s'appelle Marcy. Ce qui peut se comprendre comme remarque. Donc il est venu me voir, au départ je ne l'ai pas écouté. Et après je me suis aperçu que ce mec-là était sympathique. Et donc j'ai signé, je me souviens, ça a fait un clash dans la ville. J'ai signé pour soutenir sa candidature aux législatives. Donc on est en 77? Ah non, c'est après. Je sais que ça doit être 7 ans plus tard. Je sais plus, mais ça a été assez chaud avec le maire à l'époque. Parce que t'aurais dû être neutre et tu l'as pas fait. J'aurais dû au moins appeler à voter Marcy, puisque c'était mon employeur. Et Marcy se présentait... contre lui. Donc, en 84, c'est le moment où Guyard va être maire. Ouais, ça devait être dans ces eaux-là. Ouais. Et là, c'est juste un rapport humain au début, le contact. C'est parce que je pensais que ce mec-là apporterait plus à la ville et à la ville nouvelle que ce que Marcy pouvait apporter. Et tu avais remarqué des choses qu'il faisait? Tu n'avais peut-être pas envie d'être dans une maison de quartier d'Évry? Non, c'est aucune histoire de carrière, parce qu'au contraire, si jamais j'avais été carriériste, j'aurais surtout pas signé ce genre de truc. Bon, si, et puis tu aurais pu juste après l'élection être directeur de maison de quartier à Évry. Non mais ça m'intéressait pas. Non mais tu vois, c'était... Oui mais c'est pas mon truc. C'est pas ma cup of tea, moi je m'appelle pas... Et ton nom que je connais. Il t'a proposé d'être sur une liste plus tard? Oui. Pas du tout, j'ai monté ma propre liste.
À Bondoufle. À Bondoufle. Oui, là, il aurait pu, excuse-moi, sauf ton respect, monsieur, non, t'instrumentaliser, parce que mettre un caillou dans la chaussure de Marcy, ça a tout un intérêt pour lui. Mais non, puisque je me suis présenté contre la liste d'Yves Atout, qui justement n'est jamais devenu élu à cause de moi. Et logiquement, si j'avais voulu faire une carrière, j'allais sur la liste d'Yves Atout. Oui. Donc j'ai monté une liste citoyenne. Et tu veux dire que ça a refait passer Marcy, parce que ça a empêché la gauche de gagner? Oui, c'est clair. Et Guyard t'en a voulu? Non, au contraire. Yves Atout m'en a voulu. Oui. Mais il a fait une autre carrière. Parce que Guyard voulait pas d'opposants un peu puissants dans les villes. Je me suis aperçu après qu'il y avait des magouilles entre la droite et la gauche sur la ville nouvelle. D'accord. Des restaurants où ils se réunissaient pour se partager le gâteau. Voilà, et ne pas s'agresser. À la ferme du Boisbriand. Il y a des endroits sur Évry, sur Saint-Try, où il y avait des petits restaurants où ils se réunissaient. J'ai appris ça, tout ça après. Je suis même tombé par hasard dessus une fois. Et qu'est-ce qu'il y a à Courcouronnes à ce moment-là? Il y a Briantais? Non, il y a Briantais, avant qu'il y ait Braga. Voilà. Et Briantais, il a un profil pas comme le tien, mais d'être quelqu'un qui est un habitant au début, lambda, qui petit à petit fait de la politique. Ouais, c'est ça. Bon. Tu peux être neutre, mais je veux dire, c'est pas un... Guyard vient, le PS l'appelle et lui propose d'être sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire comme différence? Briantais, il part du terrain quand même. Ouais, mais enfin, Briantais, c'est partie de ce que j'appellerais les anciens magouilleurs politiques. Ça va venir après. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un type qui habite le territoire et qui connaît le territoire, plus que Guyard. Hein. Contrairement à Guyard. Et t'as ça aussi, c'est-à-dire en 79, si tu te présentes en 84, tu commences à connaître le terrain quand même. Oui. Bah, je connais plus que le terrain, j'ai passé 24 heures sur 24 sur le terrain, samedi, dimanche compris. Tu croises pas des gens de Lys, de Courcouronnes qui sont élus Si, j'en croise de temps en temps, mais... Il n'y a pas de lien forcément? Non, il y a Ta vie, elle n'est pas de politique locale? Non, ma vie n'est pas en politique, ma vie est dans le vivre ensemble avec les habitants de Lys, de Courcouronnes, d'Évry. T'as déjà des enfants là? Je crois. Dans les années 80, ils vont à l'école dans le coin? J'en ai un. Oui, ils vont à l'école dans le coin? Non. Ah. C'est mon épouse qui était à Lille. D'accord. Alors on est presque arrivé à la transition. Comment, puisqu'on est en 84-85, tu dis que tu te présentes sur une liste qui permet à Marcy de repasser. C'est pas comme ça qu'on va le présenter, mais c'était pas ton souhait. Tu aurais voulu non, gagner quelque chose. Mais bon, j'ai pas à me plaindre. Tout le monde me donnait 2% et j'ai fait 26%. Et ils te virent de la maison de quartier? Je démissionne. Ça paraît 89. Logique. 89, il faut un peu de temps. Ouais, 89, je démissionne et je me suis présenté en 89 contre Marcy. Ah d'accord, c'est pas 84. Ouais, il faut replacer tout avec moi. C'est simple. Et la Halle du Roc arrive comment? Eh ben, je suis resté 6 mois sans travail, au chômage, sans argent. Puisque quand tu démissionnes, tu n'as droit à rien. Et il y avait un truc qui s'appelait la Halle du Roc, qui avait été montée sous mon impulsion à Évry, etc. Et Jacques Guyard m'a proposé d'aller y travailler pour me tenir. Et il y a un mec qui s'appelle Potier, avec qui tu le montes? Ah non, c'est Potier qui monte ça sans moi au démarrage. D'accord. En repiquant mes idées. Et il est toujours à la Halle du Roc avec toi aujourd'hui? Non, Potier il est mort, il est décédé. Il n'y a pas très longtemps? Pas Patrick, non, c'est pas Potier qui s'appelait. Patrick Potier, il est venu après. Non, c'est pas Potier qui s'appelait. Comment il s'appelait Le type avec qui tu l'inities? Ouais, il a épousé Jacob, Patrick. Non, Patrick, il bosse toujours à la Halle du Roc. Mais il y a un autre mec qui était. Vous êtes deux au début à faire le truc? Non, je suis tout seul. Tout seul. Et je récupère une nana formidable qui s'appelle Pauline Mackenzie, qui avait été embauchée à la CA, qui savait pas quoi faire et qui était gardienne de caravaning. Oui. Attends, je vais te le retrouver tout de suite. Pendant 10 ans. Parce que ça me revient, mais j'ai pris des notes, cher monsieur. Philippe Pasco débauche un gardien de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, Philippe Potier. Patrick Potier. Mais pour créer une structure dédiée aux musiciens, avec les moyens du bord, les deux hommes qui étaient là accompagnés d'une gardienne de camping, Pauline Mackenzie, imaginent un lieu où les musiciens peuvent répéter en toute autonomie. C'est ça. Je sais pas où tu as trouvé ça. Parce que je travaille. Comment... parce que ce qui m'intéresse avec le Potier, c'est que comme c'est un peu toi qui monte le truc, qui l'incarne. Ah mais c'est clair. Est-ce que tu as quand même besoin de mecs qui t'aident? Comment tu t'entends avec eux? Comment ils te détestent parce que t'es trop mégalo? Patrick bosse encore avec moi, donc ça fait plus de 30 ans. Pauline, il y a eu un petit souci parce qu'on a eu une interférence. Donc elle bosse plus avec moi, elle a pris sa retraite, elle est partie. Mais en général, les gens ils restent avec moi. J'ai pas de souci.
Donc, Parce que là, les projets que tu montes, à chaque fois, tu as besoin d'aide. mais tu peux jamais rien faire tout seul. Donc il faut toujours arriver à entraîner des gens avec toi pour arriver à faire des projets. Ils sont bénévoles souvent d'ailleurs. Ils sont bénévoles ou ils sont payés. Ta force de conviction aussi, elle joue. Oui, tout à fait. Et quand tu crois quelque chose, moi j'ai fait plein de choses bénévolement dans ma vie, je continue à en faire. C'est d'ailleurs, Comme aujourd'hui. C'est pas un compliment, t'as pas besoin que je te fasse des compliments, c'est là où t'es pas comédien. C'est là où tu fais de la politique vraiment, c'est-à-dire Mais tu peux être quand les gens sincère. disent tu peux être comédien, quand tu t'accroches à l'église, il y a de la comédie, mais il y a quelque chose où tu veux porter quelque chose. Il n'y a que de la sincérité qui est habillée de façon médiatique. C'est pas pareil. Tu peux être sincère tout en étant comédien. Oui, D'ailleurs, un vrai comédien est sincère. Oui. Sinon, quel est l'intérêt? Et là, qu'est-ce qui déclenche que tu aies envie de faire quelque chose autour des studios de répétition? Parce que là aussi, c'est un truc qui n'existait pas, c'est un challenge. Parce que tu n'as pas de rapport avec la musique, tu aurais pu faire un truc autour du théâtre. Je suis nul en musique. J'ai acheté un disque dans ma vie. Oui. C'est pour ça que j'ai monté la Halle du Rock. Enfin, tu m'en as offert. Oui, j'ai monté la Halle du Rock autour de l'être humain. La musique n'étant que le truc en plus. Oui, Et c'est pour ça que ça a marché. Donc moi, les styles de musique, j'en ai rien à faire. Mais je t'avoue qu'au début où j'ai... parce que compilation de 90 que j'ai beaucoup écouté. Ah ouais, c'est ça, le premier CD qu'on a fait. Absinthe, Érogène, Hubac. En fait, la critique intelligente qu'on pourrait te faire, c'est que c'est tellement divers qu'on a l'impression que ça manque du... Si tu compares ça à une maison de production modeste, bénévole, ça manque d'une ligne artistique, parce qu'il y a tout... C'est exprès. Voilà, mais c'est un reproche intéressant qu'on peut te faire. C'est que, parce que tu le dis à chaque fois, c'est le rapport humain qui t'intéresse, mais c'est pas ça qui fait de la création non plus. Mais je revendique ça. Parce que moi, justement, le travail que je faisais n'était pas basé sur l'argent. Non, pas argent, mais tu pourrais avoir quelqu'un qui a un avis artistique qui pourrait dire les petits gars qui font de l'accordéon congolais, ils pourraient jouer avec les mecs qui feraient ça, qui entraîneraient. Fait ça. Oui, mais tu dis qu'à chaque fois, c'est plutôt c'est plutôt un lien humain qu'un choix artistique. Quand j'ai mis des gardiens de prison qui répétaient la Halle du Rock, avec d'anciens prisonniers, et des mecs qui faisaient du reggae, je veux dire, si ça, c'est pas les mélanger, qu'on m'explique. Sauf que j'ai pas eu besoin de monter de concertation avec un psychologue, avec un état d'esprit. C'est pas ce que je te dis. Ce que tu dis, c'est que ce qui fait le lien pour toi et qui est le plus important, c'est le rapport humain. Mais oui, l'être humain. Mais ce que je dis juste, c'est que si tu avais un goût particulier, je sais pas, de reggae, tu pourrais très bien dans un groupe de hard rock repérer qu'il y a un batteur, et pour des raisons musicales, même s'ils s'entendent pas humainement. Mais je m'en fous des raisons musicales. Et ben c'est ça que je voudrais comprendre. Mais j'en ai rien à péter. Vu que tu montes la Halle du Rock, on pourrait penser que... Mais comme la musique, c'est pas un genre, c'est un état d'esprit. Vous avez pas compris encore. Moi, j'en ai rien à foutre. La Halle du Rock, il y a des gens qui faisaient de la musique comme des Crécelles, qui ont eu autant de droits que les mecs qui faisaient de la musique intelligente. Oui. Encore une fois, la musique, c'est quoi? C'est ton truc personnel. J'ai toujours dit que même si tu tapes sur des casseroles, je prends si tu respectes les règles. Ça, c'est pour jouer, enregistrer. Mais pour publier un disque et faire un choix... Mais j'ai publié des choses que personne n'aurait publiées. Quand j'ai publié le groupe RFC, quand on a produit le groupe RFC, Résidus de fausses couches, qui étaient des chauffeurs de bus de la RATP. Oui, que j'ai emmené en Russie. Que j'ai emmené en Russie, qui chantaient des chansons paillardes. Jamais personne n'aurait voulu publier. Quand j'ai publié ces gens-là, je l'ai fait. Et pourquoi artistiquement tu le fais? Il n'y a pas de raison artistique, c'est humain. Quel est le mot artistiquement? C'est quoi artistiquement? La différence artistiquement, c'est quand c'est reconnu, quand c'est pas reconnu. Non. Le type qui fait une sculpture tout seul dans son coin, pour moi, il est aussi artistique que le mec qui est reconnu par 100 000 personnes. Ah bah je vais te répondre parce que c'est un sujet que je connais bien. C'est la différence entre la pratique amateur et la pratique professionnelle. C'est pas d'être connu ni d'être payé qui fait que tu es un professionnel. C'est quoi? C'est le rapport à ce qui s'est passé avant en fait. Si ce que tu produis je te donne toujours le même exemple. Tu viens et tu me dis tiens, je voudrais faire de la BD, cool. Je voudrais raconter l'histoire d'un aventurier reporter qui aura un petit chien blanc. Ouais. C'est possible, tu peux faire ce que tu veux, mais je serais toi, je lirai un peu des bouquins. Oui. Voilà. Et donc l'artistique, il arrive à partir du moment où tu te confrontes à ce qui est autour. Très honnêtement, je te dis pas que c'est un problème. Ce genre de discours, je m'en fous. Ouais, mais tu sais, en plus, passer pour un con enregistré, je m'en fous du moment que tu expliques ce que tu fais, c'est ça qui m'intéresse. Comment il y a une ligne qui se fait pas, en fait, c'est une ligne humaine. Voilà, il n'y a pas de ligne artistique, il y a juste une ligne humaine. Après, si vraiment tu jouais comme une crécelle, je prends pas. Il n'y a pas beaucoup de rappeurs, par exemple, à du rock. Pas parce que les mecs, mais parce que les mecs veulent pas respecter les règles. Oui. Et que en plus, ce qu'ils font, c'est pondu la veille
voilà, avec 50 000 fautes d'orthographe, donc dans ces cas-là, je leur demande de revoir un peu leur copie. Mais t'as croisé, je te l'ai fait rencontrer, il me semble, Sico, Oui. qui fait son studio, c'est du bon travail quand même. Oui, il y en a quelques-uns qui font du bon travail, mais dedans, il y a aussi pas mal de déchets, quoi. Oui. Oui, j'ai écrit une chanson, j'encule ma mère, tous les flics, c'est des cons. Assis-toi, en parle. Tu vois ? C'est aussi ma liberté de ne pas produire ce que je veux. Oui, et puis ça fait le lien avec ce que tu as fait avant, c'est du lien par la culture entre des gens. Et puis, pour le fait que les gens veulent faire des trucs, pas uniquement pour faire du fric. Alors par contre, sans te pousser à en rajouter, j'imagine que s'il n'y a pas de ligne directrice artistique, si tu permets que je dise ça comme ça, soit les gens à l'agglo en culture vont te prendre de haut, C'est ce qui s'est souvent passé, ouais. voilà, soit ils vont vouloir te récupérer en disant l'idée est géniale, mais on va le faire bien. C'est ce qui s'est souvent passé aussi. Et Baudouin déjà, dans les années 80-90 Baudouin, Guyard, tous, ils ont tous essayé de récupérer, et j'ai jamais cédé. Par exemple, à Halle du Rock, il n'y a toujours pas de signalétique. Oui, c'est ce que tu dis. Mais pour le studio lui-même, moi je dirais qu'il y a quand même deux choses dans la Halle du Rock. Il y a le fait que ce soit un lieu où on vient répéter avec les règles dont tu parles, la rencontre qui peut se faire, et le moment où tu produis des clips, des disques. Il y a des élus qui, à une époque, voulaient que je fasse... voulaient que tous les parkings, ça marchait tellement bien, ils voulaient que tous les parkings de machin soient des studios de répétition. J'ai refusé, pour pas faire de l'industriel. J'ai des élus qui voulaient que je fasse signer tous les groupes pour pouvoir les verrouiller, pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir les revendre. J'ai jamais signé de contrat avec les groupes. C'est le respect de la parole donnée. Et ils n'ont pas réussi à te mettre un adjoint ou un truc qui ils ont fait essayé, que... Guyard a essayé de me contrôler, ils ont tous essayé de me contrôler. Et t'habites toujours Bondoufle quand tu es à la Halle du Rock ? Non, là maintenant j'habite Bondoufle, après Bondoufle c'était un peu plus tard. Mais j'habite toujours Bondoufle. Et donc la Halle du Rock, c'est avec l'agglo, Ouais. le SAN de l'époque. La CA, ouais. Donc la Guyard vient te chercher, t'étais au chômage, J'étais il au dit chômage, tiens ce que t'as fait, on peut ce truc-là, on n'arrive pas à le gérer. Comment il s'appelait le mec qui avait piqué mon idée, qui est mort depuis. Bon, c'est pas grave. Oui. Donc ils n'arrivaient pas à faire décoller ce truc-là parce qu'il manquait la locomotive. Et indépendamment de ton immense talent, bien sûr, ce que je voudrais te savoir, c'est qu'il est arrivé un peu la même chose à Mora, il est arrivé la même chose à d'autres gens, c'est-à-dire que la ville nouvelle est en train, on est fin 80, elle est en train de se structurer, et moi, vu de l'extérieur, je trouve ça très étonnant que Mora, c'est un animateur de maison de quartier, qui a monté des cours, qui petit à petit ont grossi, et en fait, l'agglo va le voir et lui dit ça te dirait d'être le responsable des arts plastiques sur toute l'agglo. À l'époque, ils avaient besoin de talent, il n'y avait personne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu créer le truc. Mais non, mais ils ne savaient pas, ces gens-là, ils ne se connaissaient pas, donc ils ont été chercher. Et ça a été l'intelligence de Guyard. Ah oui. D'aller chercher des gens de terrain. Des gens de terrain. Qui savaient faire le truc. Ça a été l'intelligence de Guyard. Et Mora, il a développé son truc comme un fou, il a super bien bossé, parce que s'il n'avait pas été là, ça ne serait pas développé. Oui. Et dis-toi bien qu'à l'époque, il n'y avait rien. Rien. Oui. C'est nous qui avons créé la culture à quelques-uns. C'est nous qui avons créé l'effervescence de la culture sur la ville nouvelle. Sinon, il n'y avait que dalle. Là, je te suis sur l'énergie et l'envie. Par contre, à quelques-uns, le bémol qui arrive juste après, c'est que faut les mettre ensemble, les mégalos, et il n'y a pas de projets transversaux qui se font jamais. En fait, c'est des petites forteresses. C'est des forteresses isolées. On a donné la clé à des petits barons qui vont faire ce qu'ils veulent. Et je reconnais que moi, j'ai toujours bossé tout seul et que j'ai très peu bossé en collaboration avec la façon dont on voulait le faire. Oui. Effervescence, j'ai jamais participé, je suis jamais rentré dans les groupements musicaux locaux, etc. Parce qu'après, c'était des trucs qui devenaient trop administratifs et ça me gonflait. Oui. Faire 50 réunions. T'aurais pu avoir un autre adjoint de confiance avec qui se tape les réunions et une partie relations publiques. Non, les gens qui bossaient avec moi fonctionnaient toujours comme moi, donc ça nous a jamais intéressés. Oui. En plus, l'objectif de ces trucs-là était des objectifs de politique cachée. Et moi, j'ai toujours refusé de faire de la politique dans mon travail. Donc aller dans une structure, parce que pour faire plaisir au maire du coin, on va monter un festival de musique, bizarrement, dans l'endroit. Ça aurait pu, si tu as des groupes ça m'intéressait pas. Absinthe, tout ça, c'est pas mauvais. Ils auraient pu. Eux, je les ai jamais empêchés d'y aller. Par contre, c'est vrai que sur les effervescents, à un moment donné, j'ai tapé sur la table. Parce que quand les groupes qui étaient vedettes étaient hyper payés, et que moi, on demandait à mes groupes de payer et de payer leur sandwich, à un moment donné, j'ai tapé sur la table. Quand sur les fêtes du 21 juin, on prenait des vedettes qu'on payait très cher sur les villes, très cher, et que les petits groupes de la Halle du Rock, on exigeait qu'ils viennent jouer gratuitement à 18h pendant qu'il n'y ait personne, j'ai tapé sur la table. Là, on est plutôt dans la période 2001. On est dans la période où les mecs, la Halle du Rock marchait très bien et que tout le monde voulait en profiter.
Et pour finir sur cette période années 90, dans les titres d'Érogène, excuse-moi, hein, il y a Potier qui écrit les paroles? Patrick, oui, c'était un musicien avant. Patrick, il répétait. C'est celui qui fait les arrangements, qui fait marcher la table. Voilà, parce que tu dis que toi, tu sais pas qui était gardien de tu sais pas le faire. Qui était gardien de Fleury Mérogis, c'est qui répétait dans un groupe déjà à la Halle du Rock, au studio de répétition que j'avais monté à la maison de quartier de Bondoufle. Oui. Qui était précurseur de ce qui a été monté à Livry. Et j'ai oublié de te le demander, il n'y a rien d'équivalent En Europe, non. Où est-ce que tu as vu des choses équivalentes? Alors, dans les trucs qu'on a montés, et qui ont pris exemple sur nous, ça existe. Mais par exemple, derrière les fagots, c'est des jeunes de la maison de quartier de la Halle du Rock qui la dirigent. Où est-ce? Derrière les fagots, c'est à Draveil, je crois. D'accord. Ça, c'est des mecs qui répétaient à la Halle du Rock. À Savigny-le-Temple, c'est nous qui avons participé. Ils sont venus, les adjoints sont venus voir comment la Halle du Rock. L'espace Prévert? Non. L'empreinte? L'empreinte, les gens de la mairie sont venus nous voir, on fait un stage chez nous pour savoir comment il fallait monter l'empreinte. Et est-ce que j'ai toujours tout donné gratuitement. Est-ce que tu as un recul pourquoi ce qui n'est pas très grave, mais on est dans les années 90, c'est du jazz rock, Ubac, c'est du hard. Ouais. Pourquoi est-ce que ça n'a pas continué? Je me suis jamais posé la question. C'est leur... Érogène a éclaté. Il y a des choses quand même... Alors, Érogène, on n'a pas abordé les connus quand même. C'était le groupe de... Mr Gang. Ah bah Mr Gang, oui, il sort de la du rock. Ça a marché. Sylmaris, ça a bien marché aussi, il marche toujours d'ailleurs. Ouais, bah Sylmaris, je connais encore mieux, c'est que c'est une mésentente entre le groupe. Ouais. Et puis on en parlait à propos de nos copains d'Ebena, c'est que tu m'expliquais qu'il y a un moment donné où ils travaillent à côté, faut répéter en même temps, il y a une tension familiale qui fait que tu sors tous les soirs au lieu de faire la vaisselle. Ouais, c'est pas ça. Et comme le truc se met pas à marcher tout de suite et à faire assez de dates pour nourrir, ça commence à créer des distorsions familiales entre guillemets. Qui fait qu'il peut y avoir changement dans les groupes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu ça des groupes locaux sur la MJC de Corbeil un peu? Sans doute, oui. Tu n'as pas forcément espionné ou vu des choses ou été écouté? J'ai jamais eu le temps d'espionner. Toi, les mecs, ils viennent à toi? Oui, moi je trace ma route. C'est pour ça que la carrière à long terme des mecs, soit tu as gardé contact, soit ça s'est pas fait. Mais après, c'est leur conscience, c'est eux. Il y a plein de mecs qui ont eu des carrières ou en solo ou dans d'autres choses. La Halle du Rock, c'est toujours un endroit qui te permet d'attendre, de te former. Mais moi, je suis pas là pour diriger ta vie.